Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième podcast de l'équipe PDL numéro 2 avec Justine. Donc l'objectif c'est encore une fois de parler un petit peu de son business, de ce qu'elle a pu mettre en place, de comment ça se passe. Justine, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse un petit peu te présenter. Bonjour Jules, donc je suis Justine, fondatrice de Care et experte Customer Success. Donc je reviendrai peut-être après sur ce qu'est le Customer Success, mais c'est quelque chose de très important pour vos entreprises. Et ça fait 4 ans que je travaille sur Care et 5 ans sur le Customer Success et au moins 15 ans dans l'expérience client, la relation client. Ok, très très clair, très très clair. Euh, c'est déjà assez intéressant ce que tu dis, donc 15 ans dans le domaine de la relation client. Est-ce que tu penses que selon toi, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré, qui t'a toujours plu? Est-ce que tu t'en sers comme argument marketing aussi? Comment ça se passe à ce niveau-là, ton ancienneté, entre guillemets? Ah bah complètement. Mon expérience, c'est clairement mon marketing parce que de mon expérience, c'est pour ça qu'on a créé l'école. La relation client, oui, parce que quand moi, je travaille dans la relation client, je voyais un petit peu les petits défauts, les petites choses qu'il fallait améliorer. Et aussi moi, quand je suis cliente, je suis assez exigeante et je vois ce que moi, j'aimerais bien qu'on m'apporte. Donc oui, complètement. Ok, donc toi en fait si tu veux quand tu rejoins un programme, tu te mets un peu à la place de la personne, tu vois comment on pourrait améliorer les choses et t'es toujours un peu plongé dans ton activité en fait. Ouais, et même les petits détails maintenant, je les remarque. Tu vois, un petit message, mais pour tout, hein. J'ai été hospitalisée la fois dernière et j'ai reçu un appel, tu sais, la veille de l'hospitalisation. Le lendemain, j'ai reçu un mail une semaine après et je vois en fait, tu vois, le suivi qu'il y a. Et je me dis, ah ça, ils ont un bon suivi, tu vois. Et Ok, des fois, on imagine le customer success juste dans des startups, mais au final, moi, je le vois dans plein de domaines différents, dans des domaines où on ne s'imagine pas qu'il y a du customer success, mais en fait, voilà, il y en a partout. ouais carrément, carrément. Et justement pour les personnes qui connaîtraient pas trop ce domaine, est-ce que tu peux expliquer en une phrase dans un premier temps et après un peu plus poussé ce que peut être le customer success? Ok, je vais essayer de faire une phrase. C'est la rétention et la satisfaction client. Donc, accompagner son client au succès. Et en fait, c'est une source d'acquisition également, quoi. Ok, ok, ok. Et donc le but concrètement de ce que toi tu fais en tant que tu m'as dit ton école, tu formes des customer success, c'est ça? On a plusieurs produits. Donc, le plus ancien, c'est de la reconversion pour ceux qui veulent devenir Customer Success, Customer Care ou Account Manager. On a de la formation pour ceux qui sont déjà CSM et qui veulent monter en compétences. De la formation pour les entreprises qui veulent former leur équipe. Et on fait aussi de l'accompagnement au recrutement. Ok, ouais, donc t'as différentes choses. Et après, justement, comment est-ce que tu définis, ok, telle personne, elle va avoir besoin de cette chose, telle personne, je vais lui pitcher telle chose, et justement, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui prospectes? Est-ce que les gens viennent à toi? Oui, alors pour le B2C, du coup, c'est ce qui a le plus ancien. Donc, pour ça, c'est plus facile parce que c'est des personnes qui sont souvent en recherche un emploi. Donc, ils viennent souvent de LinkedIn, de Insta, des offres d'emploi. Et donc, quand c'est eux, en fait, on a un formulaire d'évaluation où on se dit, bon, bah là, t'as pas le niveau, t'as pas l'expérience pour passer sur le programme expert, donc pour ceux qui sont déjà CSM. Donc, on va plutôt te mettre sur le programme reconversion. Pour les entreprises, là, c'est tout récent, donc on est en plein développement. Là, on fait plus de la prospection pure, donc des messages sur LinkedIn. Euh, voilà, on les contacte. Je fais aussi des tables rondes pour échanger sur des sujets. C'est comme ça qu'on attire du monde. Ok, ok, ok. Et toi, tu dirais, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse pas mal, au niveau de ton acquisition, c'est quoi les meilleures méthodes qui marchent, celles qui t'apportent le plus de résultats, et surtout en termes de leads, pas tellement en termes de chiffres, parce que j'imagine que tu as des offres à des prix différentes. Donc, en termes de leads, qu'est-ce qui est le plus efficace? Alors, on a un combo de plein de choses différentes. Ok, Pour te dire, bah, ce qui est le mieux, et je pense que ça, c'est ce que tout le monde aimerait bien viser, c'est on a des clients satisfaits, ils nous recommandent à d'autres personnes. Je te donne un exemple. Ce qui est chouette, c'est qu'on a une certification, on a une journée qui est dédiée à LinkedIn, et par exemple, du coup, tous les participants vont créer des posts, vont publier quand ils ont la certification, et ça nous fait de la pub en fait gratuite. ok, Et là, par exemple, on a une personne qui était intéressée par la formation. Elle poste un message sur LinkedIn en disant qui peut me donner des retours sur la formation.
tu as une dizaine d'anciens, d'alumni qui commentent en disant on est super content. Enfin, ça, c'est notre Graal, c'est pour ça qu'on travaille. Et sinon, encore aussi dans la recommandation, nos avis, nos vidéos témoignages. Et au départ, ce qui a vraiment fonctionné, qui a donné de la visibilité, je pense, c'est publier sur LinkedIn, quoi. Ok. Ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis, faire un peu parler tes clients en tant que prospecteur. Ça c'est une stratégie qu'on voit pas mal. Forcément, il faut un bon service parce que si tes clients sont pas satisfaits et qu'ils parlent de ton service en général, c'est pas en bien. Mais ça c'est super intéressant et super pertinent. Est-ce que ça s'est fait tout seul? Est-ce que toi tu t'es dit ok, ça peut être une bonne chose à mettre en place, essayer justement ce que tu m'as dit, mettre une journée par jour de LinkedIn. Comment t'en es arrivé à là en fait? Donc, on a une formation dans le Customer Success. On est obligé d'être au top niveau en termes de satisfaction. Donc, on a eu plusieurs promos. À chaque promo, on voyait en fait ce qui fonctionnait pas. Et on a tout le temps amélioré. Et on continue aujourd'hui. Donc, on demande des feedbacks et on voit un petit peu ce qui peut être amélioré. Et il y a des choses qui sont un peu plus subtiles. Déjà, par exemple, la journée dont je te parlais LinkedIn, c'est pour eux déjà se mettre en avant. Donc, on voit comme ça. Et en fait, sans que nous on le demande, donc c'est vraiment subtil, ils parlent de nous parce que voilà, ils sont contents de la formation. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on envoie des messages, donc la formation dure 1 mois, on envoie des messages avant, pendant et après, donc pour mettre en avant la recommandation, le fait qu'ils puissent, par exemple, faire une vidéo de témoignage, mettre un avis. Donc voilà, on pousse à plusieurs moments de la formation, que ce soit le commercial qui rappelle, bon bah voilà, si t'as des copains qui peuvent être intéressés par la formation, on a un programme de parrainage, et à la fin, si tu es content de la formation, mets-nous un avis, et quand ils sont recrutés, ils nous annoncent un recrutement. Ouais. Est-ce que ça te dit de nous donner, d'enregistrer un témoignage avec nous? Ok, ok. Et ça, ce que tu me disais justement, le système de parrainage aussi, c'est quelque chose qui marche assez bien. Nous, on va justement mettre ça en place. Comment ça marche concrètement? T'as une réduction pour la personne qui rejoint et une commission pour celle qui met en relation? On a des bons cadeaux. Enfin, un bon cadeau Ok, par recommandation à celui qui recommande. Et une fois seulement que la personne est inscrite à la formation. ok, Donc, ouais. par Donc, exemple, là, Jules, tu me dis, ah, je connais quelqu'un qui a envie de se reconvertir parce que ça marche aussi pour nos alumni, mais aussi pour d'autres personnes. J'ai quelqu'un qui s'intéresse au métier de CSM. Je vais t'envoyer cette personne chez toi. On va faire l'appel. Si cette personne, elle s'inscrit, tu reçois un bon cadeau de 100 €. Si tu me recommandes une autre personne, tu en reçois encore un autre. ok, ouais, ça c'est quelque chose qui marche assez bien et bah ça reprend un petit peu le système des personnes satisfaites qui publient sur LinkedIn, qui attirent des autres clients. Là, encore une fois, bah il faut avoir un bon service, sinon les gens recommandent pas. Justement, est-ce que tu sais à peu près, je t'avoue que le domaine du CSM, j'ai pas trop regardé les acteurs qu'il y avait, mais est-ce que tu saurais te situer un petit peu, est-ce que vous êtes plutôt, vous avez une bonne notoriété là-dedans, vous êtes assez connu, vous êtes combien sur ce marché-là, vous êtes dans le podium, dans les meilleurs, dans une infinité de personnes qui proposent ça. Oui, et en fait, je te disais tout à l'heure que mon expérience, c'est ce qui a fait que j'ai créé l'école. C'est-à-dire qu'en 2022, j'étais CSM et je venais pas du tout de ce milieu, j'avais jamais bossé en start-up et je cherchais un petit peu comment je pouvais devenir et je n'ai trouvé aucune formation, hormis une qui était en alternance. Et bon, à presque 30 ans, l'alternance pas très bien payée, compliquée, enfin, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et donc de là est venue l'idée de créer la formation pour ceux qui veulent se reconvertir. Et au final, on a été les premiers à faire un bootcamp de 1 mois. Et la notoriété, elle est venue progressivement. Et là, au bout de 4 ans, on a plus de 500 participants. Et ces 500 participants, maintenant, sont dans des startups. Donc, ça nous fait de la pub aussi parce que quand on a un participant qui est dans une grosse startup qui a besoin de nouveau un autre recrutement, il dit bon bah tiens, tu peux trouver des profils chez Care. Ah bah tiens, t'as besoin de formation, pense à Care. Donc en fait, voilà, en 4 ans, je pense que sans nous, en restant modeste, je pense on est les premiers sur le marché sur la formation Customer Success. Ok, très clair. Bah, en tout cas, ça fait encore plus plaisir de t'avoir. Alors aujourd'hui, pour la valeur que tu vas pouvoir apporter, ça c'est good. Merci. Et justement, toi, tu dirais au niveau, ça c'est quelque chose qui peut bien intéresser les gens. T'es formé là-dedans, tu sais ce qui se passe. Tu dirais que c'est quoi la chose vraiment la plus importante pour avoir une bonne délivrabilité et maximiser le fait que les clients soient satisfaits une fois qu'on
qu'on commence avec eux? En fait, c'est quelque chose, je pense, bateau, mais dès le début, c'est tu viens pourquoi? Donc, majoritairement, c'est des personnes qui veulent trouver un emploi. On ne peut pas, nous, leur offrir un emploi, c'est pas possible parce que c'est pas nous, à la fin, c'est l'entreprise qui décide, etc. Par contre, on peut leur donner toutes les clés pour atteindre leur objectif. Donc, à chaque fois, c'est quoi ton objectif? Pourquoi tu es devenu client? Ok, je vais te donner toutes les clés pour arriver là. Et par contre, te rendre autonome. C'est pas parce que tu es client que en fait c'est nous qui allons te donner tout. C'est toi qui es autonome, c'est toi qui revois ton CV, c'est toi qui on te donne tous les cours, c'est toi qui vas apprendre. Mais voilà, faire plein de petits objectifs pour atteindre ton gros objectif. Ok, donc c'est ça aujourd'hui, toi tu dirais la clé pour n'importe quel business, c'est vraiment dans un premier temps bien comprendre ce que cherche le client et après lui découper en plein de petits objectifs pour qu'il atteigne justement ce pourquoi il est là. Ouais, je pense la structure, ça fait quelque chose parce qu'on peut avoir, je pense que toutes les entreprises comprennent bien l'objectif de leurs clients, mais sans structure derrière, je trouve on voit pas l'évolution. Enfin, le client voit pas l'évolution et je pense que c'est bien d'avoir un plan avec plusieurs étapes où tu vois bien à chaque fois OK et vite montrer qu'il y a des premiers résultats. Parce que si par exemple on dit bon ton objectif c'est dans un an, si tu attends un an pour voir du résultat, c'est dommage. Alors que si tu mets OK bah le premier mini résultat que tu vas avoir, c'est déjà là dans une semaine, après dans 2 semaines. Et puis progressivement, tu vas arriver à ton objectif final. Ok, ouais, carrément. Carrément, et on entend souvent aussi que le moment le plus important, en fait, c'est au moment de l'onboarding, les 2, 3 premiers jours. Est-ce que tu penses que, selon toi, euh, une boîte qui propose exactement la même chose qu'une autre, les mêmes résultats, les mêmes contenus, les mêmes offres, les mêmes promesses, elle peut fondamentalement, et qui a aussi le même marketing, elle peut faire beaucoup plus d'argent en ayant un bon onboarding que une autre qui n'en a juste pas. Ah ben complètement, parce que si tu as déjà un client qui voilà, il a l'air content, il a souscrit, ça y est, mais en fait, il est déjà déçu au départ parce qu'il est perdu, et on n'est pas là pour l'accompagner, alors que je trouve qu'un onboarding, c'est même avant qu'il signe, c'est déjà montré dès le départ, on est là pour t'accompagner. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand on a un CSM où la personne qui va suivre le client se présente même avant la signature pour dire, bon voilà, c'est moi qui vais t'accompagner, et je trouve que effectivement, dès le début, si tu as quelqu'un qui est là et qui te simplifie la vie, qui t'explique bien tout, ça change tout. Ouais, ok, ok, carrément. Bah écoutez, tous ceux qui nous écoutent, mettez en place un onboarding, c'est super important. Et ça d'ailleurs, c'est un point que j'ai souvent constaté quand j'ai rejoint des programmes, que ce soit celui de Mathis ou alors Mathis Clouet ou alors d'autres personnes, c'est que le meilleur moment entre guillemets, forcément, c'est quand je fais x10 sur mon CA, mais le deuxième meilleur moment, c'est aussi au moment où on vient juste de rejoindre, au moment de l'onboarding, où tout le monde nous souhaite la bienvenue, où on est vraiment à fond là-dedans. Et je pense aussi, tu me redis si je me trompe, mais je pense aussi que l'onboarding, c'est super important d'un point de vue résultat, parce que si dès qu'on arrive, on est félicité par tout le monde, ouais, t'as fait la bonne décision, super content de pouvoir commencer avec toi, qu'il y a des gens qui nous encouragent, qu'on a un call qui est directement, qu'on sait tout de suite ce qu'il faut faire, bah forcément les personnes, elles sont plus investies derrière, elles vont plus se mettre à fond, et en plus de ça, elles vont savoir plus vite ce qu'il faut faire, donc agir plus vite, quoi. Complètement. Et je trouve personnalisé, parce que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est très bien d'avoir un onboarding, c'est structuré, mais si en fait c'est juste des templates de mails qui sont utilisés, qui sont envoyés au même moment, je trouve que c'est moins bien. Je trouve, et je pense que quand tu parles de Mathis, tu penses à la même chose. Je trouve que ce qui fait la différence, c'est des messages personnalisés. Et je trouve vidéo, message vocal pour dire, ah bah super, t'as fait ta Ouais. première étape. Je trouve que ça change tout. Ouais, clairement, la personnalisation, c'est un peu la clé. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences d'onboarding automatisées. J'ai jamais trop testé ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils pouvaient proposer, à voir ce que ça peut faire. Mais c'est vrai que si ça retire ce côté personnalisé, je suis d'accord avec toi. Il manque un petit truc qu'on pourrait retrouver chez d'autres personnes. Donc ça, c'est dommage. Pour revenir un petit peu aussi sur ton business, toi, ça c'est quelque chose que j'aime bien demander aux gens que j'ai en podcast. Est-ce qu'il y a une chose dans ton business, une décision que tu as prise, une action que tu as faite, qui a eu un énorme impact et qui a littéralement tout transformé pour ton business? Ok, il faut que je cherche. On a eu, peut-être c'est plein de micro-étapes. Bon, c'est quelque chose qu'on fait depuis le départ, mais c'est vraiment que les clients soient acteurs de notre évolution. Ça ne veut pas dire qu'on prend toutes les demandes et on met en place tout ce qu'ils nous font comme retour, mais toutes les remarques
qu'on nous donne, on les note et on voit s'il y a des actions qui peuvent être prises. Et je trouve que ça permet d'améliorer le produit. Et en améliorant le produit, vu que toi, tu es plus axé sur l'acquisition, ça permet aussi d'améliorer l'acquisition. Je te donne un exemple. On fait ce retour-là. Moi, on améliore le produit. J'en fais un post LinkedIn. Ça m'attire du monde. Enfin, voilà, à chaque fois, il y a tout. Ça aussi, c'est quelque chose que je fais. C'est tout transformer en système. Donc, dès que, enfin, tous les échanges que je peux avoir avec les clients, ça va être moi ma machine pour créer du contenu. Donc tout est enregistré, j'en fais ensuite des vidéos, j'en fais des posts. Par exemple, ce que je te disais tout à l'heure, j'organise des tables rondes sur des thématiques. Donc pareil, c'est j'ai cette problématique-là, qu'est-ce que je peux en faire? Ok, je vais en faire un contenu, je vais t'aider à répondre à cette problématique. Ok. Je suis partie un peu dans tous les sens, mais c'est ça. Non, mais au moins c'est clair. C'est vrai que en général, c'est compliqué de trouver la chose vraiment qui a eu beaucoup d'impact, mais c'est vrai que ça, c'est trop important. Justement, c'est aussi ce que Elon Musk fait. Qu'une fois sur Twitter, il y avait un gars que la sonnerie des Tesla, quand elle se faisait doubler, qu'il y avait quelqu'un dans l'angle mort, ça réveillait ses enfants qui dorment. Donc, il a tweeté ça. Elon Musk, il a répondu, OK, pas de souci, on développe un mode exprès pour toi. Et je sais pas, genre une semaine plus tard, les Tesla, elles avaient toute une mise à jour. Ça s'appelait le Joe mode parce que le gars il s'appelait Joe. Et quand tu l'activais, bah il y avait plus le son des voitures dans l'angle mort pour que si jamais il y a des enfants qui dorment à l'arrière, bah ils puissent dormir tranquille. Et ça, je trouve, c'est trop important. Et ça montre à quel point le suivi client et l'écoute des clients, bah c'est important même pour une boîte qui fait plusieurs milliards à l'année et surtout le mettre en place rapidement, quoi. Parce que ça, en fait, c'est quelque chose aussi, tu me dis si t'es d'accord, mais la rapidité d'exécution, c'est ce qui fait la différence entre une boîte qui va durer sur le long terme et une boîte qui va probablement couler, quoi. Parce que une boîte qui va vite, c'est une boîte qui met en place les actions qui sont importantes et surtout que si elle, par exemple sur les réseaux sociaux, ça bouge très vite. Donc si elle va pas vite, les méthodes marchent plus, quoi. C'est ça. Mais attention, tu vois, quand tu dis ça, on peut penser, mais en fait, je vais être submergée parce que ça veut dire que je dois être partout tout le temps, je dois être actif tout le temps. Et enfin, je pense que quand c'est comme ça, c'est bien aussi de se dire, ok, je vais être réactif, mais pour être actif, il faut que je processe ça, que je structure ça. Des choses toutes bêtes, mais par exemple, tu as tout le temps les mêmes retours clients et tu vois que c'est vraiment les mêmes questions qu'on te pose tout le temps. Rien de plus simple de dire, je vais processer ça, je vais créer une vidéo, un article pour répondre à cette question. Et ça évite à chaque fois de répondre 10 fois, créer un message, en fait, on voit la vidéo et ça te fait gagner du temps aussi. Donc, tu as raison, être réactive, mais tu peux aussi très bien faire des choses processées pour garder quand même le contrôle sur ton temps. Ouais, carrément, avoir de l'intelligence dans la réaction, mais c'est surtout ça en fait. Dans la réaction, ce que j'entends, c'est ne pas réfléchir pendant 5 jours à comment est-ce que je peux faire le meilleur post LinkedIn, la meilleure accroche. Juste, bah ok, tu publies ton post, tu vois s'il marche, s'il marche pas. S'il marche pas, c'est qu'il n'y a pas la bonne accroche. S'il marche, c'est qu'il y avait la bonne accroche. Et donc tu continues dans le sens là, faire du testing et en général A/B test et faire différents testings, c'est beaucoup plus pertinent que réfléchir 10 000 ans sur quelque chose dont on n'a pas de data, quoi. Euh, c'est trop important de tester rapidement, ouais. T'as raison, et surtout quand moi j'ai commencé à poster sur LinkedIn, c'est pas facile parce que t'as Ouais. un peu peur du regard des autres, c'est compliqué, mais c'est comme en fait le sport, au début c'est pas terrible, tu t'arrives pas très bien à faire les mouvements, et c'est seulement, je pense, au bout d'un certain temps, parce que t'as la régularité, t'arrives à être meilleur. Donc pour le sport par exemple, c'est seulement au bout d'un an où là, ça y est, c'est bon, tu t'es hyper à l'aise à la salle, ça va bien. Et pareil sur LinkedIn, je pense que j'ai pas de durée, mais 3-4 mois où tu dois poster tous les jours. Et oui, c'est pas terrible, mais au moins ça te permet aussi toi de t'améliorer, d'apprendre, de voir en fait les posts qui ont marché, ceux qui ont moins marché. Donc je suis d'accord avec toi sur ça. Ouais, carrément. Et toi, justement, comment tu t'en es venu à l'idée de te mettre sur LinkedIn, puisque tu me disais que tu avais une partie B2C. J'imagine que tu as aussi le B2B, mais comment tu t'es dit, ok, LinkedIn, ça peut être une bonne solution et comment t'as débuté? Est-ce que, je sais pas, t'as pris des formations? Est-ce que t'y es allé justement, t'as pas réfléchi et juste t'as posté? Comment ça s'est passé? J'ai pas réfléchi et j'ai posté et c'était surtout parce que pareil sur le customer success, il y avait personne qui en parlait et je me disais c'est dommage, en fait c'est quelque chose que tout le monde a besoin, qui est enfin voilà, dans toutes les entreprises il y a du customer success, on a des clients donc tout le monde en a besoin,
Mais ouais, j'avais besoin de vulgariser, je pense, un petit peu tout ce qui se passait. Et comme moi, quand je suis arrivée un petit peu dans ce secteur avec ce métier, il y avait plein de langages, de mots que je comprenais pas, des principes, des choses comme ça. Et je me suis dit, tiens, on va en faire des posts, on va vulgariser pour expliquer simplement comment mettre certaines actions dans ton entreprise. Ok, ouais. Et comment ça s'est passé justement tes débuts sur LinkedIn? Est-ce que t'as un peu galéré? Est-ce que t'as tout de suite eu des posts qui marchaient bien? Quelle stratégie t'avais? Oui, alors c'était en 2022, donc déjà ça change un peu. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus compliqué. En 2022, il y avait quand même moins de monde qui postait sur LinkedIn. Je pense que l'algorithme, c'est toi qui connais mieux, mais était différent. Et je postais beaucoup, je pense, j'essayais en fait. J'essayais, je faisais à la fois des posts très éducatifs sur le customer success et j'ai essayé aussi quelques posts un peu plus perso. Et je Mhm. voyais que sur les posts perso, ça marchait un peu plus. Et ça m'attirait du coup du monde pour les postes éducatifs. Aujourd'hui, tu vois, je trouve que c'est un peu l'inverse. Je trouve que c'est plus les postes éducatifs qui vont marcher que mes postes perso. Ouais, ouais. En fait, ça dépend beaucoup de la niche qu'on va faire, de la cible où on est. Et là, comme tu me dis, le customer success, c'est pas quelque chose qu'on voit partout, contrairement à, je sais pas, des créations de sites web. Là où justement, les créateurs de sites web, il y a énormément de personnes qui font de la création de sites web, qui posent sur la création de sites web, qui partagent les mêmes astuces tout le temps, etc., etc. Donc forcément, pour se différencier, il faut parler de soi. Parce que ce qui nous différencie des autres créateurs de sites web, bah, c'est juste nous, c'est qui on est, c'est comment on fonctionne, comment on parle, etc. En revanche, toi, tu es dans un marché qui est pas du tout, enfin, il est concurrentiel, mais comparé aux créateurs de sites web, il y est pas du tout. Donc forcément, tu te différencies juste par le domaine dans lequel tu es, par ce que tu fais, par les posts que tu fais. Donc c'est pour ça que les posts où tu parles de toi, ils peuvent moins bien marcher que les posts où tu vas parler bah, justement du CSM et de tout ce que tu peux apporter autour de ça parce que justement il y a très peu de concurrence là-dessus et tu es quasi la seule à le faire, surtout comme tu m'as dit, vous êtes peut-être les numéros un là-dessus. Et j'ai une question pour toi parce que justement c'est quelque chose que j'ai vu, alors je ne sais plus où, mais les posts aussi qui marchent bien, c'est quand je parle des autres, tu vois, quand je parle des personnes qui ont fait des formations, qui ont pu se reconvertir. Et j'ai vu comme quoi ça a peut-être changé, mais que actuellement tout ce qui était personal branding, c'était un peu moins et que c'était justement les posts où tu parles des autres qui fonctionnaient mieux. En fait, ça dépend comment tu vas parler des autres, comment tu vas parler de toi aussi. Ce qui marche en fait, c'est surtout l'émotion. Donc que ça soit, je sais pas, dans des vidéos, dans LinkedIn ou quoi. LinkedIn, il va dans tous les cas pousser un post qui marche bien. Si on se met à la place de LinkedIn, qu'est-ce que veut LinkedIn? C'est que l'utilisateur reste sur la plateforme. Donc pour qu'un utilisateur reste sur la plateforme, il faut que la personne lise le post en entier. Mettre un commentaire et tout, ça fait gagner des points entre guillemets au poste pour qu'ils le mettent plus en avant. Et donc, ce qu'il faut surtout, c'est se dire, ok, est-ce que l'histoire, parce que c'est ça un post personal branding, c'est raconter une histoire, est-ce que l'histoire que je raconte dans ce post, elle crée de l'émotion, elle donne envie de lire la ligne d'après, et bah ça, que tu parles de toi ou que tu parles d'autres personnes, c'est la même chose en fait. Ce qu'il faut, c'est simplement se dire, ok, est-ce que quand je parle de moi, il y a autant d'émotions, il y a autant de suspense entre guillemets, il y a autant de choses qui fait que les gens veulent aller au bout du poste. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et justement, en général, quand on parle des autres, on a plus facile à comment à trouver de l'émotion, à raconter des bonnes histoires, etc. Pourquoi? Parce que bah, on a l'impression qu'à chaque fois quand on parle de nous, on dit les mêmes choses, donc on fait un peu moins d'efforts, etc. En général, c'est ce qui se passe en tout cas pour nous, les clients qu'on accompagne. Très bien. Et les freebies aussi, j'ai l'impression que ça marche bien parce que du coup, comme tu disais, ça crée de l'engagement parce que il y a des commentaires, etc. Et je trouve que ça marche bien. Ouais, ça marche assez bien. En fait, sur LinkedIn, enfin sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux en général, il y a rien qui marche pas. Ce qui va pas marcher, c'est juste un contenu que les gens ne veulent pas voir, parce que IA. voilà, c'est logique. Mais si on se met à la place de LinkedIn, ce qu'ils veulent, c'est que les utilisateurs restent sur la plateforme. Donc, si les utilisateurs restent sur la plateforme, même si le contenu est un peu border, ça peut passer. C'est comme ça qu'on se retrouve, je sais pas, avec des vidéos sur Insta de gens, je sais pas, qui se font. J'ai vu ça justement sur Brut ou quoi, je sais pas, des gens qui se font écraser. C'est une vidéo qui est pas contraire aux règles, enfin qui est contraire aux règles,
mais installe à l'aise parce que la frontière est très fine entre ce qui est acceptable et ce qui est pas acceptable, et ça fait beaucoup de vues parce que c'est quelque chose qu'on voit jamais. Donc, j'ai pris un exemple extrême, mais tu vois, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, ok, est-ce que ce que j'ai créé là, les gens le voient régulièrement? Est-ce que ça sort des patterns habituels? Et est-ce que c'est possible que les gens aillent au bout? C'est vraiment ça, en fait, la question qu'il faut se poser à chaque poste. Et après, bien sûr, se demander, est-ce que ça peut me rapporter des leads? Parce que les vues, c'est cool, mais on n'achète pas une maison avec des vues. Bah, c'est ça. Et tu parlais, bon, ça c'était pas forcément l'exemple, enfin, c'était un exemple extrême, mais je trouve qu'effectivement, tu as les hooks un peu clivants. Hmm. Voilà, c'est un hook, donc après, tu peux changer un peu le poste, mais c'est aussi, comme tu dis, ce qui attire l'attention. Ouais, voilà, c'est ça. Un hook, moi, que j'utilisais qui marchait très très bien, c'était un hook où je plaçais le nom d'une personne connue dedans et je disais, je sais pas, par exemple, Elon Musk est d'accord avec moi. Et après, je racontais pourquoi. Et justement, bah, c'est ce que j'ai dit un peu avant. Elon Musk est d'accord avec moi. Pour lui, la satisfaction, c'est trop important, la satisfaction client. C'est pour ça que quand le Joe Mode est sorti, le gars du Twitter avec ses enfants, machin et tout, je fais la même chose que lui. Et donc, c'est pas Elon Musk est d'accord avec moi, c'est la satisfaction client, c'est important. Mais ce qu'il faut, c'est toujours se dire comment tourner la chose à son avantage. Pareil, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est OK, tu viens de débuter, t'as aidé un client, je sais pas, un petit client, à trouver deux autres clients. Donc, c'est des clients, je sais pas, à 200 euros chacun. Tu vas pas dire, j'ai aidé mon client à générer 400 euros parce que c'est pas exceptionnel. Tu vas pas non plus dire, j'ai aidé mon client à faire plus 3% sur son CA parce que c'est pas exceptionnel. En revanche, tu vas dire j'ai aidé mon client à trouver deux clients. En revanche, si tu aides ton client à avoir une grosse augmentation de CA, typiquement il a fait un mois à 200 euros et toi tu l'aides, tu lui génères 1000 euros, tu dis j'ai permis à mon client de faire un x5. Tu lui as généré que 1000 euros, mais dans les chiffres et dans la vérité, c'est un x5. Donc ça, ce qu'il faut, c'est toujours se dire, ok, quelle façon je peux dire ça qui m'arrangera le plus. Et c'est un peu jouer sur les mots, mais en général, ça marche très très bien, quoi. Et j'ai une question pour toi. Tu sais, on parlait tout à l'heure des clients ambassadeurs, etc. Et qu'en plus, bah, forcément, tu vois, toi, tu es un acteur de LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, on met aussi beaucoup en avant les histoires de nos clients. Comment, toi, ton parcours client est centré justement, parce que tu es spécialiste de l'acquisition, mais est-ce que justement, tu utilises tes clients en tant qu'ambassadeur pour t'aider dans ton acquisition? Pas tellement en tant qu'ambassadeur, je dirais, mais en tant que source de confiance. Un truc qui marche très très bien sur LinkedIn, c'est de faire donc demander une recommandation depuis LinkedIn. Ok, la personne écrit sa recommandation, super. On en fait un post LinkedIn. Donc voilà, je sais pas, Jean a fait plus 30% grâce à nous. Voici son avis, machin. Ok, et on demande à Jean de republier son avis. Comme ça, tout son réseau va le voir, tout son réseau, donc potentiellement des gens qui connaissent, des gens qui ont confiance en Jean, et ça c'est humain, mais quand, je sais pas, on a un pote qui nous dit ah ouais, trop bien Jules, j'ai été avec lui, c'est trop bien ce qu'il fait. Ah ok, moi j'avais besoin de plus de leads, bon bah je passe par Jules parce que Jean est passé par Jules et je le connais et il a eu des résultats. Donc ça c'est trop puissant de faire un post sur la recommandation de quelqu'un et lui demander de repost notre post. Et ça marche assez bien, mais non, en termes d'ambassadeur, nous on a rien mis en place à ce niveau-là, quoi. Ouais, non. Ok. En fait, c'est ce qu'on appelle l'advocacy. Donc, tu as tout ce qui va être, quand je parle ambassadeur, ça peut être aussi, comme tu disais, de la mise en confiance pour tes futurs clients, donc les avis, les témoignages, etc. Et aujourd'hui, enfin, je retourne un peu l'interview, maintenant c'est moi qui te pose des questions, mais je voulais savoir si aujourd'hui tu avais quelqu'un qui s'occupait de ton suivi client. Enfin, c'est pas forcément, parce que c'est pas tout le temps intitulé Customer Success, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un d'autre. Enfin, chez vous, qui s'occupe du coup du suivi? Ouais, en fait, on est deux là-dessus, donc moi, ça va être moi principalement, parce que de une, j'adore faire ça, j'adore aider les gens, j'adore être en coaching, même s'il y en a qui disent que c'est une perte de temps. Moi, c'est ce que j'aime, donc je fais aussi du business pour faire ce que j'aime. Donc de une, c'est moi, et dans un second temps, ça va être ma sœur directement, qui va s'occuper aussi bah, de tout ce qui va être les problématiques, mais entre guillemets plus spécifiques à vraiment
la création de contenu, où moi je vais être beaucoup plus large sur le closing, sur l'optimisation de l'offre, sur le setting, la prospection, etc., etc. Toutes les questions, puisque forcément j'ai plus d'expérience qu'elle dans le business. Mais voilà, aujourd'hui, ouais, on est deux là-dessus. Trop bien. On a un point commun aussi. Enfin, tu fais un business du coup en famille et de notre côté, c'est pareil. Du coup, on est associé avec mon mari. Enfin, je trouve que Ok, c'est ouais. toujours sympa, voilà, de Ouais. choisir son associé parmi ses proches. Carrément, carrément. Justement, ça c'est un point trop important. Euh, il y en a qui disent, ouais, il faut surtout pas s'associer avec ses amis. Comment tu dirais, toi, les personnes avec qui tu travailles, les personnes avec qui tu t'associes, est-ce que déjà, selon toi, c'est une bonne chose de s'associer avec ses amis, avec sa famille? Et comment s'associer justement pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème dans le perso et dans le pro? Alors, aujourd'hui, moi, je m'associerai qu'avec mon mari, pas avec des amis, pas avec des proches. Mais je dis pas que c'est ça, c'est comme ça pour tout le monde. Je pense que il faut enfin, voir, ok, il y a une entreprise à gérer. Est-ce que ces personnes-là, je me vois bien travailler avec? Est-ce que on a des compétences qui vont bien ensemble? Parce que enfin, faut être complémentaire. Mhm. Par exemple, mes faiblesses, ça va être ses forces à lui. Mes forces, c'est ses faiblesses. Enfin, voilà. Du coup, je pense que c'est déjà bien. Et le fait aussi que ce soit avec mon mari, déjà de base, le couple, enfin, pour moi, c'est un mini business finalement, parce que dès le départ, on a des frais, on veut partir en vacances, c'est des frais, une organisation, on veut acheter un appartement, c'est la même chose. Donc, je trouve que c'est encore différent. Après, avec tes proches, est-ce que, enfin, ouais, ce serait plus pour toi, parce que moi, j'ai pas bossé avec une de mes sœurs ou avec un ami, parce que justement, j'aurais trop peur, tu vois, que la relation, elle soit différente. J'ai pas eu de gros engagements comme je peux l'avoir forcément avec mon mari, avec mes proches. Donc, je sais pas, c'est plus pour toi finalement cette question-là, comment vous gérez ça? Ok, ouais, ouais, ouais. En soi, je pense que il n'y a pas tellement de bonnes méthodes. Ce qu'il faut, c'est vraiment déjà de une bien s'entendre avec la personne parce que bah, c'est toujours plus facile. Et de deux, c'est pas la recruter parce que c'est sa sœur, parce que c'est un ami, parce que telle chose. C'est vraiment la recruter parce que bah, il a les compétences qu'on recherche, quoi. C'est vraiment la clé, en fait, peu importe qui on recrute ce qu'il faut dans tout recrutement, que ça soit, je sais pas, pour un recrutement d'une boîte de 2 personnes ou un recrutement pour une boîte de 5 000 personnes, ce qu'il faut, c'est juste, est-ce que la personne a les compétences pour faire ce que je veux? Si c'est le cas et que c'est un proche, tant mieux. Sinon, pas de souci, on dit simplement à la personne, ok, bah écoute, est-ce que, je sais pas, tu sais faire un carrousel LinkedIn? Oui. Est-ce que tu peux me montrer? Ok, c'est bien, bah let's go, je te recrute. Est-ce que tu sais écrire un post LinkedIn? Oui, on teste. Bah en fait, non, c'est pas ce que je veux, pas de souci, essaye, reforme-toi et peut-être que j'aurai besoin, mais voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment pas dire oui par gentillesse, parce qu'au final, on dit oui par gentillesse sur le moment T, mais dans le futur, on va aussi continuer à dire oui alors qu'on sait pertinemment que ça va pas. Donc le business, il va perdre un peu en vitesse et, euh, et c'est un cercle vicieux en fait, effet boule de neige qui fait que juste pour un petit oui, on se retrouve avec un business qui fait n'importe quoi parce qu'on doit payer la personne, elle fait du travail n'importe comment et on peut pas payer d'autres personnes parce qu'elle prend la trésor pour faire le travail, donc il est forcément fait n'importe comment et ça c'est le plus gros risque je pense selon moi quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est peut-être une erreur aussi que j'ai pu faire au début. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent là-dedans. C'est de pas poser vraiment un cadre, ses limites. C'est ça en fait, et c'est pas autrement. Enfin, c'est ces règles-là qu'on s'est mis au départ. Bien sûr que en fonction, il y a des choses qui doivent être adaptées, mais c'est important de pas tout le temps dire oui et bien dire non. En fait, c'était pas dans le plan. C'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça. Enfin, je Mm. trouve que c'est important. Ouais, ouais, dire non, c'est savoir dire non surtout. C'est trop important parce que il y a, je trouve, plus d'opportunités qui peuvent s'ouvrir en disant non qu'en disant oui. Parce qu'en général, en disant oui, on va dire oui à une opportunité à la première qui vient. Alors que si ça se trouve, la meilleure, ça aurait été la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc, jamais dire oui trop vite, de une. Et surtout pas avoir peur à dire non, quoi. Parce que ouais, ça cause trop de problèmes. Pareil, au niveau du recrutement savoir dire oui assez rapidement, ça peut être bien, mais savoir dire stop aussi rapidement, ça c'est important parce que si une personne elle est pas dans les standards de la boîte, clairement faut pas continuer avec quoi.
Aujourd'hui, vous n'avez pas de salariés, vous travaillez peut-être avec des freelances ou vous êtes que tous les deux? Ouais, ouais, on est avec des freelances, on a sur la partie commerciale, setting et closing. Et justement, le closing, on a arrêté. Pourquoi? Parce que c'était pas assez performant. D'ailleurs, ça, c'était un de mes problèmes au début. J'arrivais pas à virer les gens, alors que clairement, ça n'allait plus. Je me disais, je sais pas, ouais, mais en fait, on se dit tous, ouais, mais peut-être que là, c'est la période qui est pas la bonne. Ouais, mais dans une semaine, ça sera réglé. Ouais, mais là, le call était vraiment impossible à closer ou plein de petites choses comme ça. Et ce qu'il faut, c'est vraiment, avant la collaboration, se mettre des limites fixes, des limites qui sont OK, on continue avec toi, des limites qui sont attention, si tu fais une erreur de plus, c'est ciao, et des limites, bah merci, au revoir, quoi. Et après, pas avoir peur de le dire et juste se séparer des personnes et relancer un recrutement rapidement. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, mais je pense que quand on a été dans le salariat et qu'on a vécu des expériences, bon, voilà, pas toujours faciles, que ce soit avec des Mm. collègues, avec des managers, enfin, en tout cas, moi, c'était ce que j'avais eu par le passé. J'avais des expériences pas toujours faciles, et quand j'ai dû recruter des personnes, je voulais absolument être sympa et qu'ils ne vivent pas du tout les expériences que moi j'ai vécues. D'où je te disais les erreurs que j'ai faites au début, à dire oui à tout, à être gentil, et même en fait recruter quelqu'un, mais pour l'aider, faire son travail. Enfin bref, des grosses erreurs que j'ai faites. Et au final, bon, avec cette personne, elle travaille plus avec nous aujourd'hui. Bon, on est parti, enfin, elle est partie en très bons termes, mais au final, bah, si elle est partie, donc c'est pas moi qui l'ai licenciée, c'est elle qui est partie. C'est qu'au final, bah, quand t'as un manager qui, pareil, et arrive pas forcément à mettre ses limites, arrive pas à poser un cadre, etc. C'est pas non plus des bonnes conditions pour la personne. Donc aujourd'hui, Mm. c'est totalement différent. On a bien mis le cadre, chacun a bien ses missions, c'est pourquoi, et voilà, il y a les limites qui sont mises. Ouais, c'est ça, trop ultra important aussi de bien dire à la personne, ok, tu dois faire ça, ça, ça et ça, qu'il n'y ait pas de place à l'erreur, parce que des fois, on se dit, ouais, mais elle sait rien faire, c'est insupportable, elle est incompétente, machin et tout, alors qu'en fait, bah, c'est juste que nous, dans ce qu'on lui a dit de faire, c'est pas clair, et c'est pas réalisable dans le laps de temps qu'on lui a imposé ou quoi. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose que j'ai fait, et je pense que ça va bien aider, c'est toujours me remettre en question et me dire quand il y a quelque chose qui va pas, ok, c'est pas de sa faute, c'est la mienne parce que j'ai pas été assez clair sur ce que je voulais. Et ça, comme ça m'a permis de faire d'être ultra précis maintenant, d'avoir l'habitude quand je demande quelque chose, même si c'est par exemple juste envoyer un message à quelqu'un, je dis ok, bah écoute, pour cette personne-là, il faut que tu te connectes sur LinkedIn de telle heure à telle heure, que tu écrives le message comme ça, que tu l'envoies en deux messages bien distincts et que une fois que tu as envoyé le message, tu ailles liker un de ses posts pour lui faire une petite relance et surtout, t'oublie pas que si jamais une heure après, il te répond, tu le réponds le plus vite possible en lui répondant telle chose et en lui apportant de la valeur. Et là, au moins, la personne, elle a tout que si j'avais dit, ok, fais un follow-up, bah, comment? Comment? Même s'il y a des SOP, même si machin, c'est en donnant le plus d'informations, surtout au début, qu'à partir de là, elle prend l'habitude, elle sait comment on fonctionne, et après, ça marche tout simplement, quoi. Moi, je suis d'accord. Dans le travail, il y a rarement un seul responsable. Il y en a toujours deux au Mm. minimum. Et même dans les situations les plus compliquées, quand je te disais que j'avais vécu des mauvaises expériences par le passé, quand je te donne un exemple, j'ai vécu du harcèlement au travail. Mais en fait, tu vois, dans cette histoire, on aurait pu dire, bon, bah, c'est moi la victime, etc. Mais encore une fois, c'est moi aussi, peut-être que j'avais pas mis mes limites, j'avais pas dès le départ dit non, en fait, c'est pas OK pour moi. Et je me laissais un peu faire, etc. Donc, attention, là, c'était quand même une situation particulière, mais pour dire que même dans les situations les plus compliquées, il y a des choses qui peuvent être faites et ça permet aussi d'évoluer. Donc, par exemple, suite à ça, maintenant, c'est bon, je mets mes limites et ça m'a permis aussi de quitter cet emploi, de lancer Pierre maintenant. Mais voilà, en tout cas, tu Mm. as raison, c'est bien de toujours se remettre en question et de voir comment on peut évoluer. Ouais, super important. Super important, parce que toi, du coup, t'as fait combien de temps dans le salariat avant de te lancer? Je me suis lancée, enfin, Care, ça a existé quand j'avais 29 ans, mais j'ai eu un an où j'étais à la fois salariée et à la fois Ok. j'avais Care. Et j'ai commencé à bosser des petits boulots à 18, donc voilà, ça a une dizaine d'années, quoi, je pense, à peu près 12 15 ans, Ok, je sais pas, 10. ok, ouais. Bah écoute, franchement, ça c'est cool. Ça te permet d'apprendre aussi et de te mettre à la place des personnes que tu recrutes. Ça c'est top. Là où moi, les personnes que je recrute,
je sais pas en gros comment ça se passe parce que j'ai toujours eu mon business. À l'heure actuelle encore, je sais même pas si je peux me faire recruter à 17 ans. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, c'est bien, je trouve, d'avoir fait les deux côtés quand on n'a jamais recruté, voir l'envers du décor aussi, comment ça se passe, le stress qu'il peut avoir, parce que c'est vrai que des fois, ok, on a une personne qui est super compétente dans un domaine, je sais pas, on a un super bon copywriter qui est trop fort dans son milieu, mais en entretien d'embauche, en appel avec lui, il panique de fou, il bégaye, il a du mal, il sait pas dire machin, et au final, c'est le meilleur copywriter possible, mais juste on l'a jugé sur un truc, bah on s'en fout de le juger sur son appel. Nous, ce qu'on veut, c'est juger sur son écriture, est-ce qu'il fait des bons posts LinkedIn, machin et tout. Donc, euh, donc ouais, quand on n'a pas le recul de se dire, bah c'est bon, c'est juste un entretien d'embauche, c'est un appel, il a pas à bégayer, si voilà. Alors qu'en réalité, quand on est de l'autre côté, il y a ce stress-là, il y a cette compétence-là aussi. Donc c'est bien ouais, d'avoir les deux bagages-là et d'avoir testé les deux. Quoi. Bon, je suis pas professionnelle dans ça, mais je pense qu'en fait, ça posera pas de problème pour toi si tu recrutes des personnes de ta génération. Mm. Là, je vois plus la problématique, tu vois, avec justement les profils qui passent par CARE, qui ont allé plus de 35 ans, donc qui ont vécu tout un système, le marché du travail était complètement différent. Et en fait, de venir et casser un peu leur code, leur dire, bah non, en fait, ça se passe plus du tout comme ça maintenant, bah, c'est compliqué, même tu vois, pour des profils qui ont allé 32 ans, 30 ans, parce que ils ont quand même vécu 10 ans avec un peu l'ancien monde du travail. Donc je pense que tu vois, si tu prends des profils de ta génération, ça sera peut-être différent parce qu'ils auront les mêmes codes que toi, ils Ouais. comprendront un petit peu ta manière de travailler. Et aussi, je trouve personnellement maintenant que le freelancing sur ta génération, c'est ce qui se fait le plus. Quoi. Il y a de moins en moins de salariés. Ouais, 100%. 100%, ça c'est quelque chose que je constate parce que je fais aussi des vidéos sur Insta et le nombre de personnes qui m'envoient des messages, je reçois facile, ouais, 25 messages par jour de gens qui me disent, ouais, je veux me lancer, j'ai 14 ans, je veux avoir mon business, je veux pas travailler pour un patron et tout. Alors que ouais, je pense qu'on revient, je sais pas, 30 ans en arrière, il y a une personne sur, je sais pas, sur 10 000 qui se dit, ouais, je veux vraiment entreprendre, avoir mes trucs et tout. Donc, je trouve que c'est bien, franchement, je trouve que c'est bien de voir que les gens se bougent et sont motivés. Après, c'est vrai qu'il y en a des fois, on se demande comment ils peuvent réussir, mais juste avoir l'idée, c'est le point de départ que déjà pas mal de personnes n'ont pas, et donc c'est déjà pas mal de partir de ça. Justement, ça me fait penser à un truc. Toi, dans ta vie, ce serait quoi tes objectifs que tu te fixes, plus que financiers, hein, ok, tu veux, je sais pas, 50K par mois, super, mais avec ces 50K là, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas, est-ce que tu voudrais voyager? Est-ce que tu veux, je sais pas, lancer une chaîne YouTube? Comment tes objectifs vraiment? Ouais, bah, c'est hyper intéressant que tu parles de ça. Alors, en gros, pourquoi on a lancé Care? Pourquoi on a fait plein de choses? On investit aussi pas mal dans l'immobilier. Parce que je pense qu'on a vu, tu vois, la génération de nos parents qui ont beaucoup travaillé. Enfin, moi, mes parents, on est quatre enfants, ils ont énormément travaillé. Mon père est ouvrier, ma mère est auxiliaire de vie, donc des métiers qui sont très précaires. Et on avait très peu de vacances avec eux. Et à la fin, ils ont fini par divorcer parce que tellement c'était compliqué, toujours, tu vois, des questions de problématiques d'argent, etc. Donc moi, quand j'ai vu l'histoire de mes parents, je me suis dit, c'est hors de question que je vive quelque chose comme ça. Et j'ai eu de la chance, j'ai rencontré très tôt mon mari actuel. Et donc, du coup, tous les deux, on s'est dit, non, en fait, notre vie, on veut que ce soit la meilleure vie possible. On a un seul passage sur Terre, il faut que ce soit le meilleur possible. Et j'ai envie de te dire, aujourd'hui, je vis ma vie de rêve parce que on s'est dit, on veut être libre. Donc, libre, ça veut dire on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, travailler d'où on veut. Et c'est exactement ce qu'on peut faire. Donc, je suis une très, très grande lectrice. Donc, je lis énormément, une centaine de livres par an. Donc, voilà un petit peu comment j'occupe mon temps. J'aimerais, dans l'idéal, tu vois, là, c'est pas encore pour maintenant, mais écrire un roman. Enfin, voilà, j'aime bien, dès que j'ai des projets, pouvoir enfin, surtout des projets créatifs, tu vois, ou même voyager, pouvoir les mettre en place. Et le fait, tu vois, justement, d'avoir notre entreprise et de tout processer, de tout mettre en place, ça nous permet de libérer du temps et de pouvoir faire ce qu'on veut. Et aussi le fait de travailler du coup ensemble, c'est ce qu'on voulait. On voulait le maximum de temps ensemble et du coup, bah, c'est ce qu'on a réussi à faire.
Ok, ouais, ça c'est super intéressant. Et tu dirais justement, ton entreprise, une note de 1 à 10, elle t'épanouit, elle te correspond à combien sur 10? Alors, ça n'a pas toujours été le cas parce que j'ai eu peut-être une période un peu de burn-out. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs peuvent le vivre. Mais aujourd'hui, franchement, 10, hein. Enfin, je suis vraiment super épanouie. Enfin, tout est aligné pour moi. Mais pour donner un petit peu le process, du coup, je t'avais dit la première année, je faisais ça à côté du boulot. Donc là, j'étais hyper motivée. Je sais même pas comment je faisais parce que j'avais vraiment tout à créer. Et j'étais toute seule. En plus, parce que même son associé avec mon mari à l'époque, il avait d'autres projets, il n'avait pas le temps de se consacrer là-dessus. Donc j'étais toute seule à faire l'acquisition, le market, le suivi. Je faisais aussi les formations. Bref, c'était compliqué, mais c'était très bien la première année parce que motivée. La deuxième année, là, ça commençait à être compliqué parce que toute seule, puis ça commençait à prendre de l'ampleur, etc. Et l'année dernière, allez, début d'année, j'ai commencé à saturer. J'ai dit non, en fait, là, j'ai envie de tout abandonner, j'y arrive plus, c'est trop compliqué. Et donc, c'est à ce moment-là que Martin et mon mari, du coup, est venu avec moi. On a scindé tout ce que je faisais en deux. Donc, il y a certaines missions qu'il a repris. On a commencé à déléguer avec des profils, etc. Et depuis qu'on a fait ce changement et depuis qu'on travaille vraiment en collaboration avec Martin, bah, ça se passe super bien. Et là, franchement, depuis quasiment 2 ans, super aligné. Et pourquoi aussi, tu vois, je trouve que enfin, j'ai l'impression que ça a du sens, tu vois, ce qu'on fait. On a des profils à se Ouais. reconvertir, on voit des super résultats. Bien sûr que c'est leur effort, mais j'ai l'impression qu'on contribue un petit peu, tu vois, à changer leur vie. On a des super retours. Enfin, je trouve que c'est vraiment eux, tu vois, les clients qui font que ça donne aussi du sens, tu vois. J'ai pas l'impression de faire Ouais. quelque chose qui a pas de sens, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en plus de te dire, moi ça me plaît, ça me permet de vivre une aventure, ça me permet de faire ce que j'aime, ça me permet forcément aussi d'avoir de l'argent. Ça te permet de te dire, je change vraiment des vies, j'ai un impact pour des gens. Et ça, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est le deuxième meilleur sentiment clairement que qu'on peut avoir parce que quand on est, je sais pas, on est dimanche, ok, on reçoit un message juste avant Noël. Hello, j'ai pu offrir un voyage à toute ma famille. Merci à toi, merci à l'équipe. C'est vrai que des messages comme ça fait limite plus plaisir que partir en voyage soi-même. Donc ouais, C'est ça. c'est cool. Bah même, tu vois, je sais qu'aujourd'hui, si je voulais, je pourrais avoir un CDI, tu vois, quelque chose qui serait beaucoup plus rémunéré. Pour moi, maintenant, j'ai réussi aussi à faire la distinction de, bien sûr, qu'il faut un certain montant d'argent, mais au bout d'un moment, en fait, c'est pas forcément ce qui va déterminer le fait que tu sois bien. Et quand je te disais qu'avant, je travaillais énormément parce que peut-être qu'un de mes objectifs, c'était faire beaucoup d'argent, maintenant, plus du tout, tu vois. C'est vraiment priorité santé mentale, santé tout court, en fait, santé physique. Et donc, priorité au sport, priorité si là j'ai envie d'aller prendre 1 heure et aller marcher dans la nature, je le fais, tu vois. Et quitte à gagner un peu moins, mais juste être libre, tu vois, en temps, enfin, vraiment être bien, tu vois. Alléger ma charge mentale et être bien, quoi. Ouais, carrément, carrément. Et justement, là, si, imaginons, ok, euh, tu te fais une folie demain, tu joues au loto, ok, et tu remportes, je sais pas, 1 million, 2 millions d'euros. Comment serait ta vie? Est-ce que tu continueras à faire ce que tu fais? Est-ce que tu changerais des choses? Comment ça se passerait? Oui, je pense que complètement. En plus, 1 million, 2 millions, malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément des gros montants, tu vois, quand tu travailles. Enfin, tu vois, c'est notre chiffre d'affaires annuel, 1 million, tu vois. Enfin, tu te dis, c'est pas ça qui va changer. Donc oui, je continuerai complètement. À la limite, j'achèterai peut-être une maison, tu vois, avec cet argent, Ouais, mais c'est tout, quoi. Ça changerait absolument rien. ok, ok. Et si jamais tu avais la possibilité, là aujourd'hui, pareil, tu te fais une folie, grâce à ces 1 million, tu as le choix, tu as toutes les personnalités, toutes les entrepreneurs de disponibles pour faire un appel avec eux. Avec qui est-ce que tu voudrais faire un appel de 1 heure pour vraiment échanger de tout, de ses stratégies, de sa vie, de peu importe. Mais tu sais que ça, t'as pas forcément besoin d'1 million. Parce que si t'as envie d'échanger, enfin, plein de fois, je me suis rendu compte, Ouais, t'as juste envoyé un message. Et j'avoue, je suis pas quelqu'un trop, tu vois, j'ai plutôt les auteurs, tu vois, je suis plus, mais sur les entrepreneurs, j'aime bien regarder un petit peu les interviews, tout ça, mais j'en ai pas un qui, tu vois, que je trouve exceptionnel par rapport à d'autres. J'aime bien, de toute façon, dans mes goûts, je suis comme quelqu'un de très varié, tu vois, la musique, j'écoute absolument de tout. Dans les entrepreneurs, c'est pareil, donc en choisir un, ça dépend, je pense, plus de ma problématique actuelle. Tiens, aujourd'hui, enfin,
Là, tu vois, je te donne un exemple, ça va pas du tout te parler, mais j'aimerais bien construire une vie de famille. Et j'ai l'impression qu'il y a très très peu de femmes qui ont tout, qui ont à la fois une vie de famille avec leur enfant, qui ont à la fois un business qui fonctionne bien, qui ont à la fois une santé au top, qui arrivent à faire du sport. J'ai pas d'exemple, donc si tu arrives à me trouver un entrepreneur comme ça, ce serait peut-être cette personne-là que je rencontrerais. Ok, ouais, pour vraiment, toi, dans cette optique de comment avoir la meilleure vie possible, plus de liberté, le plus de kiff, en fait, dans ta vie. Ouais, concilier. En fait, tu vois, aujourd'hui, je pense que ma problématique, c'est que je veux tout faire. Tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu voudrais faire comme dans ta vie? Donc, je te dis écrire un livre. Moi, je veux avoir le business. Je veux être 100% avec mon mari. Je veux être 100% avec mes amis. Et en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de faire un choix. Et c'est plus comment tu peux organiser ton temps pour être quand même, enfin, satisfaire un petit peu toutes les parties de ta vie. Ok, ouais, vraiment satisfaire un maximum ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui me disent ça dans les gens qu'on accompagne. Et en général, c'est ceux qui ont cette mentalité-là qui réussissent le plus. Parce que ceux qui sont dans le business juste parce que ouais, je veux de l'argent, ouais, je veux, je sais pas, acheter une Porsche, c'est bien parce que c'est une motivation. Maintenant, ceux qui ont une vraie motivation, un vrai objectif, une vraie destination, en général, ils sont plus alignés avec leurs valeurs. Alors, ok, peut-être que des fois, ils prennent plus de temps parce que ce qu'ils veulent, c'est avant tout être bien, être zen, être pas trop stressé non plus, machin. Mais derrière, il y a toujours du travail et c'est typiquement le genre de personnes qui sont pas motivées, mais qui sont ultra disciplinées sur le long terme parce que c'est leurs objectifs et c'est limite s'ils aiment plus le processus que le résultat, quoi. Ouais, ben en fait, je pense que ça dépend des profils. Tu as les profils, c'est leur vie, c'est leur business, tu vois, c'est quelque Mm. chose qui les anime, c'est ce dont ils ont envie. Enfin, pas moi, tu vois. Moi, c'est tout, comme je te disais, je peux pas choisir à la fois non, tu vois, je veux profiter de mes proches, pas, mais je veux profiter de mes proches pas au détriment de mon business, et l'inverse, tu vois, je veux pas être à fond dans le business au détriment de mes proches, tu vois. Donc, je trouve que enfin, pour moi, en tout cas, c'est l'équilibre qui fonctionne mieux. Mais je Ouais, peux comprendre aussi en fonction des phases de vie. Peut-être, tu vois, enfin, là, je te dis ça, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Il y a peut-être 10 ans, bah, ça aurait peut-être été différent si j'avais un business parce que, enfin, voilà, la vie, elle est différente. Je pense qu'à 32 ans, tu as aussi, tu vois, des petits événements dans ta vie qui te marquent. Donc, comme je te disais, c'est à l'âge où normalement tu as envie de fonder une famille ou malheureusement tu as aussi la perte de tes grands-parents. Enfin, tu vois, tu as des événements, je pense, qui te font changer un petit peu ta mm. vision de la vie. Mais je comprends aussi, tu vois, des personnes qui sont plus jeunes, ou enfin même, tu vois, pas forcément, qui n'ont pas envie d'enfants, qui n'ont pas envie de fonder de famille, ou autres qui se mettent 100% sur le business, quoi. Ouais, carrément. Bah, c'est ça, comme tu dis, en fait, tout dépend de la particularité de la personne, la situation dans laquelle elle est, ses objectifs aussi, et plein de choses. Typiquement, j'avais vu une vidéo d'un gars qui avait fait, je sais pas, un lancement avec un lancement d'une formation à plus de 100 000 euros, qui était accompagné par les meilleurs, par Jean Hollander, je sais pas si tu vois. En gros, c'est un gars en webinaire, il a fait plus de 50 millions. C'est le numéro un en webinaire en France. Et voilà, c'était son meilleur pote, donc il l'avait accompagné là-dessus, machin et tout. Et il avait fait ouais, 100 000 euros en 4 heures quoi, d'un webinaire. Et il revenait là-dessus, comme quoi bah, c'était une des pires décisions qu'il avait pris. Parce que ce qui l'importait, lui, c'était pas tellement combien il gagnait d'argent, mais comment il gagnait de l'argent. Et pour lui, vendre une formation, bah, c'était pas un moyen entre guillemets éthique. Enfin, c'était éthique, mais c'était pas le moyen le plus optimisé, s'il correspondait pas 100% à ses valeurs. Donc au final, elle s'est pas très bien passée et lui, il a totalement arrêté son business, est retourné aux études, faire quelque chose qui le plaît vraiment. Et donc, c'est comme ça aussi. Il y a des personnes, on peut dire ce qu'on veut. Et ça, c'est beaucoup mon discours de les gens qui sont pas riches, c'est juste qu'ils sont pas motivés, mais il y en a aussi. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de le devenir et leur vie est très bien comme elle est à l'heure actuelle, quoi. Ouais, et puis après, il faut définir aussi, tu vois, ce qui est riche, là, ce que c'est la richesse, tu vois. Il y a des personnes, pour eux, tu vois, tu disais 1 million tout à l'heure, ça va leur paraître riche. Peut-être qu'il y a des personnes, en fait, l'argent, c'est pas ce qui les rend riches, c'est plutôt de dire, bon, bah, en fait, j'ai toute ma famille qui est en bonne santé, c'est ça la Ouais. richesse, hein, tu vois. Enfin, j'ai arrêté, tu vois, de me comparer ou de même de me dire, ah tiens, je l'ai fait, hein, ça je l'avoue, tu vois, de voir des personnes qui faisaient des formations, qui avaient des gros chiffres d'affaires par mois, etc. Puis au final, quand tu comprends tout ce qu'il y a derrière comme charge, je parle en termes de charges financières, mais charges mentales, etc. Bon, je me dis en fait, c'est chacun un petit peu à ses objectifs. Et depuis, bah, tu vois, tu me demandais tout à l'heure le meilleur conseil, enfin le meilleur truc qui m'a fait changer, c'est vraiment de me concentrer sur c'est ça mes objectifs, ne regarde pas ce que font les autres.
Et là, depuis 4 ans, t'en as plein des concurrents qui se sont lancés à acquérir, etc. Tant mieux, ça veut dire que ça marche, etc. Je regarde de temps en temps quand même pour voir un peu ce qu'ils font, mais sans jalouser, sans comparer, c'est ok, bah ils font ça, c'est très bien, mais moi je fais ça comme ça, tu vois, j'avance avec mes objectifs à moi. Ouais, carrément. Et t'as justement un conseil comme ça pour les personnes justement qui se comparent beaucoup aux autres, qui du coup sont démotivés un peu parce qu'ils ouvrent Instagram, ils voient un gars, ils ont le mec a 5 ans de moins que eux, mais il fait 5 millions de plus à l'année, pour justement se dire ok, bon bah bravo à lui, mais je m'en fous, tu vois. Pas que ça les impacte, que ils se disent qu'ils travaillent pas assez, qu'ils sont nuls et que du coup au final ça les auto-sabote. Ouais, bah en fait, j'en ai deux. Tu as déjà ce que je dis tout le temps aux étudiants qui passent la formation de CARE. Tu vas avoir, par exemple, une personne, elle va être trop forte avec les chiffres. Elle est super forte, etc. Et tu as une autre personne qui dit, waouh, en fait, cette personne, elle est trop forte avec les chiffres. Et à l'inverse, la personne qui est forte avec les chiffres dit de l'autre personne, waouh, elle est trop à l'aise à l'oral et moi, je suis nulle à l'oral. Et en fait, tu vois, c'est chacun a ses forces et ses faiblesses. Et aussi, quand je te parlais tout à l'heure de phase de vie, j'ai eu pareil, un autre moment où je vais voir toutes mes copines. Et je vois, par contre, elles ont vraiment évolué, tu vois, d'un point de vue perso. Il y a eu plein de choses. Je me dis, waouh, elles ont le temps. Enfin, je te dis des trucs tout ça, mais elles ont le temps de tricoter, de faire du jardinage et tout. Et moi, j'étais là en mode, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Et j'étais en mode, mais mince, je me suis trop concentrée sur le business. Il y a plein de trucs perso que j'aurais voulu faire que j'ai pas fait. Et en fait, et elle, à l'inverse, elle disait, waouh, moi, en fait, Justine, c'est trop bien ce que tu as fait. Je voudrais trop avoir un business. Et en fait, tu peux pas tout faire et tu peux pas être bon partout. Donc, quand tu te compares, enfin, peut-être que cette personne-là, elle est forte, mais peut-être derrière, j'en sais rien, elle a, je la connais pas, la personne dont tu parles, mais tu vois, elle pourrait peut-être avoir une santé un peu moins bonne parce qu'elle a pas le temps d'aller au sport, tu vois. Enfin, en fait, on sait pas. Il y a peut-être des choses où elle est très forte et c'est ce qu'elle montre, mais des choses où elle est moins forte où toi t'es fort. Et enfin, voilà, c'était. Ouais. Ouais, c'est ça, vraiment se dire que la personne parfaite n'existe pas. Si elle est bonne, je sais pas, en business, en sport, machin, il y a forcément un aspect où elle est moins forte, même si les réseaux, on le sait, ils montrent que les côtés où ils sont parfaits, ils sont les meilleurs, les plus beaux, les plus riches, machin et tout, quoi. Ouais, et par phase aussi, tu vois. Par phase, c'est pas parce que là tu te dis, allez, sur les 5 prochaines années, j'ai envie de me concentrer sur le business et tout le reste, eh ben, ça sera moins ma priorité. Ça veut pas dire que les 5 suivantes, ça peut être ce que tu as mis de côté une priorité, tu vois. Enfin, voilà, c'est pas. Et tu vois, je crois pas non plus au talent. Je crois pas qu'il y a quelqu'un qui est, quand je te disais parler des compétences, qui est fort dans quelque chose parce que c'est développé, tu vois. Enfin, on commence toujours tous nuls et on évolue pour être bon, quoi. Ouais, 100%, 100%. Et justement, toi, tu aurais un conseil pour les gens qui commencent comme ça, qui sont un peu nuls, mais qui voudraient concurrencer les autres personnes. Qu'est-ce qui, selon toi, serait le meilleur conseil pour une personne, ok, qui a son business, il tourne, il fait 2, 3 cas par mois, mais il veut beaucoup plus. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de mettre en place? Bah, du coup, je vais reparler de Customer Success, c'est de te concentrer sur tes clients déjà existants. Parce que c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a déjà des clients, une base client. C'est ça? Ouais, Ok, bah vraiment te concentrer sur tes clients parce que tu vois, fidéliser 100 clients, parfois, ça va être plus gagnant en termes de chiffres que acquérir 200 clients qui vont peut-être finalement pas rester, tu vois. hmm, Donc te concentrer déjà sur ta base client existante et tu vois, enfin j'aime pas le mot, j'en ai pas d'autre, mais la poncer pour voir vraiment c'est quoi tes besoins, enfin partir, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a apporté de la valeur, qu'est-ce que tu aurais aimé de plus, voilà, faire une vraie analyse sur ces 100 personnes-là et améliorer, tu vois, vraiment le suivi, etc. Et une fois que tu as bien compris leurs besoins, etc., sur ce panel de 100 clients, au final, tu vas pouvoir le dupliquer pour tes nouveaux clients. Mais vraiment partir de eux et l'améliorer, puisqu'au final, c'est ce qu'on a fait. Enfin, tu vois, les 2 premières années, je vais te dire, on est rentable pas depuis longtemps. Hein. Les 2 premières années, c'était une catastrophe. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi on a fait ça, etc. Mais le fait à un moment donné, je me suis dit, on va revoir tout le parcours client, on va analyser tout ce qui se passe à chaque étape. Donc ça aussi, ça peut être un conseil de partir du premier contact avec le prospect jusqu'à la fin de l'abonnement, à la résiliation, à la fin de l'accompagnement, et de bien regarder à la loupe là tout ce qui se passe, quel mail est envoyé, à quel moment il a de la valeur, etc. Et ensuite, échanger avec le client pour dire, bon, ça s'est passé comme ça, tu aurais préféré quoi, à quel moment, etc. Et de tout améliorer. Je trouve qu'après, tu améliores ton produit, ton suivi
Et au final, bah, pour ton acquisition, c'est plus simple parce qu'un client satisfait, un produit qui est bon, plus simple à vendre, etc. Ok, ok, bah c'est très très clair. Mais je suis un peu d'accord avec toi là-dessus parce que en général, vouloir chercher à faire plus de clients, c'est problématique aussi dans le sens où si les clients qu'on a à l'heure actuelle nous rapportent pas assez, c'est peut-être aussi parce que le produit, l'offre, le suivi client, les résultats à la fin, ils sont pas là. Parce que sinon, il y aurait de la recommandation, il y aurait du bouche à oreille. Personnellement, je l'ai vu. Quand j'ai rejoint Matisse, j'ai largement amélioré mon offre. Et là où avant, j'avais peut-être eu une recommandation en un an, là, j'en avais quasi une par mois, quoi. Donc, clairement, c'est une source d'acquisition, d'avoir le meilleur produit possible, doublement parce qu'il y a la bouche à oreille et en plus, bah, on peut communiquer dessus, on a plus facile à closer, on a plus facile à convaincre les gens, on peut faire du marketing autour de ça, on peut montrer comment on se différencie, donc clairement, tout part d'un bon produit, ouais. Et même, tu peux augmenter ton offre après. Tu vois, ça aussi, j'ai vu des personnes se lancer et qui mettaient le même prix pour qu'un concurrent qui avait son offre qui existait depuis 10 ans, tu vois. Enfin, et si vraiment son offre elle est super, etc., mais il n'a pas encore fait ses preuves, je trouve que c'est plus difficile. Parfois, même si le but, c'est d'arriver sur le même prix que son concurrent, je trouve qu'au départ, se dire, bon, j'ai pas encore la notoriété de mon concurrent, peut-être que justement, en baissant un petit peu mon prix, je vais attirer du monde et progressivement, avec l'amélioration, la notoriété qui va arriver, et ben, tu vas pouvoir augmenter ton offre. Ouais, carrément, je suis un peu d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, Matisse et d'autres, ils ont tous entre guillemets standardisé le high ticket et c'est la norme et machin et tout, alors que au final, moi je me souviens, ma première offre, elle était à 380 € par mois et clairement, je pense que commencer par du high ticket, c'est bien, c'est cool pour l'ego, machin et tout, mais c'est beaucoup plus compliqué que si on commence par un prix qui est bas et en plus de ça en général, c'est pas honnête vis-à-vis de ce qu'on va délivrer derrière parce que bah ça fait 2 semaines que tu es dans le milieu, tu te prétends déjà expert parce que sinon tu peux pas vendre du high ticket alors qu'en fait bah tu connais rien, tu connais peut-être même moins que ton client donc voilà, moi je suis un peu mitigé par rapport à ça. Price est cher au début pour pas brider ses prix, machin et tout, ok. Mais price est trop cher par rapport à ce que on va délivrer, ça ouais, non, faut clairement pas, ouais. Bah, même si c'est du service, ça reste ton MVP, quoi. Au début, tu peux pas vendre un truc qui est pas complet parce que, enfin, je trouve que, comme tu dis, c'est pas, enfin, quand tu as du high ticket, enfin, tu vends du high ticket, il faut absolument que ton accompagnement derrière, enfin, il soit nickel, quoi. Ouais, Tu peux pas avoir droit à l'erreur parce que enfin, sinon, bah, du coup, c'est plutôt, là, tu vas plutôt dégrader ton image parce qu'au final, tu vends un truc cher, au final, peut-être un peu déçu derrière, alors qu'il vaut mieux vendre un peu moins cher, mais la personne, elle est vraiment contente. Et si elle est vraiment contente, là, c'est peut-être un signe de se dire, ah, si elle est contente, peut-être que je vais pouvoir augmenter mon prix la prochaine fois. Hein, voilà. Mm. Ouais, c'est ça. Augmenter les prix toujours après avoir les premiers résultats et augmenter son prix pas par rapport à, enfin, forcément par rapport à ce que ça nous coûte qu'on gagne quand même de l'argent, mais augmenter son prix surtout par rapport aux résultats clients. Je sais pas si on aide les clients à obtenir 5 000 € de plus chaque mois. Sur une année, ça représente quoi? Ça représente 60 000 €. Donc, il n'y a pas de souci à mettre un prix, je sais pas, à 5 000, 6 000, 7 000 €, puisqu'en une année, il rapporte 60 000 et que dès le premier mois, il est déjà quasi rentable. Mais ce qu'il faut, c'est être sûr qu'il y a les résultats. Et c'est un peu d'actualité avec la dette française, mais c'est un peu la même chose, je pense, pour les entreprises. Pas toujours, tu vois, vouloir, bah, comme tu disais tout à l'heure, vouloir faire plus, aller chercher, dépenser plus, etc., pour avoir plus, mais parfois peut-être réduire, tu vois, Mm. certaines choses. On parlait tout à l'heure de recrutement. Bah, tu vois, on s'est rendu compte que on a recruté quelqu'un, on l'a jamais remplacé, et ça s'est jamais mieux passé que sans cette personne, parce qu'en fait, le fait que cette personne soit partie, ça nous a permis de nous challenger et nous dire on va repenser notre modèle autrement. Donc parfois, tu vois, je pense une erreur qu'on fait au début, c'est de se dire, ok, j'ai besoin de faire ça, donc je vais travailler avec cette personne, je vais utiliser cet outil. Et je trouve que des fois, de se dire non, je vais pas, je vais me forcer à pas aller multiplier mes ressources et plutôt les faire avec ce que j'ai. Je trouve que ça permet aussi de challenger et d'ouvrir certaines idées, process qu'on n'avait pas pensé avant.
Ouais, carrément, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, c'est passer à l'action rapidement, mais pas non plus aller trop vite, et au final se brûler les ailes, quoi, ouais, 100%, 100%. Ok, ok, ok. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un dernier petit mot de la fin? Ça fait à peu près 1 heure qu'on tourne pour, je sais pas, toutes les personnes qui nous écoutent, que ça soit, peu importe, sur le business, en perso, un conseil, ce que tu pourrais apporter. Oui, bah, je pense en plus les personnes qui écoutent plutôt ton podcast, c'est les personnes qui vont plus se concentrer sur l'acquisition, ce qui est très important, hein. L'acquisition et customer success ne sont pas un combat, au contraire, c'est des super alliés. Mais peut-être aussi bah, penser un peu à votre suivi client, comment ça pourrait être amélioré. Je parlais tout à l'heure du parcours client, on parlait de l'onboarding. Enfin voilà, regardez un peu ce que vous pouvez faire avec vos clients existants, l'advocacy en les transformant en ambassadeurs, etc. Voilà, je pense que c'est un gros conseil qui est peut-être encore sous-estimé, même si le customer success prend de l'ampleur maintenant. Je pense que ouais, ça serait ça mon conseil. Yes, carrément. Bon bah écoute, merci beaucoup, merci à toi pour ce podcast. Tu pourras m'envoyer directement les liens de tes réseaux sociaux, je les mettrai en dessous dans la description. Et puis pour toutes les personnes bah voilà, qui voudraient en savoir plus, je t'inviterai à les contacter. Et si jamais ce que vous souhaitez, bah, c'est obtenir plus de leads, développer votre LinkedIn et aller chercher 30 rendez-vous qualifiés, pareil, vous retrouverez mon calendrier directement juste en dessous et mon LinkedIn. Sur ce, c'était le deuxième podcast de l'équipe. Merci Justine, merci à vous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.